Quelques questions et quelques observations. Bon, ça ne va pas vraiment vous surprendre, Bruno Le Maire. Je les faisais au fond de la salle précédemment. Là, je l'ai fait à côté de vous. J'ai une première interrogation. Vous faites une analyse macroéconomique sur l'idée que nous sommes dans le plus dur au sujet du pic inflationniste et qu'il y a toute raison de penser que cela va décroître à partir de 2023. Alors, première question, j'aimerais bien savoir sur quoi se base cette analyse. Alors, si elle se base sur l'idée, c'est pas ce que vous avez dit, mais l'idée que tout cela provient principalement de la guerre en Ukraine, moi j'infirme cette idée. Je pense qu'on a affaire, y compris à des logiques spéculatives à l'œuvre qui peuvent surfer sur cette guerre, mais qui sont particulières. Donc j'aimerais bien savoir sur quoi vous vous basez. Alors si je vous dis ça, c'est évidemment parce que ça a son importance, parce qu'aujourd'hui, l'augmentation des prix, c'est 5,9% en juin et ça devrait approcher 7% en septembre. En moyenne annuelle, elle atteindrait ainsi 5,5% en 2022, alors que les salaires, eux, n'augmenteront que de 3,6% en moyenne. Et encore derrière cette moyenne se cachent des disparités fortes. Vous dites que pour résoudre ça, vous demandez aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires et qu'on fera le bilan à la fin de l'année. Moi, j'aurais tendance à penser que quand on fera le bilan à la fin de l'année, ce n'a pas été fait, les aides attribuées aux entreprises sans contrepartie, dont vous savez que c'est pour moi un des problèmes majeurs de ces 5 dernières années, ont été données. En attendant, on n'est pas sûr, par contre, que les salaires auront augmenté. Raison pour lesquelles, et vous le savez, je préconise plutôt avec les groupes qui m'ont proposé cette présidence le fait de porter le SMIC à 1 500 € net et le fait d'avoir une conférence annuelle du travail cadrée qui permette, entre partenaires sociaux, qui permettent d'augmenter les salaires. Donc c'est une première question, cette disparité. Comment vous pensez concrètement faire en sorte que ces salaires augmentent et j'allais dire aussi bien pour les salaires, la part nette des salaires que la part socialisée. La deuxième chose que j'observe, c'est que tout ça fait que le pouvoir d'achat des Français a diminué d'1,5% au premier trimestre, selon 2005. Et moi, ce que j'observe, c'est que on a encore une proposition où les coups de pouce du pouvoir d'achat sont à chaque fois des coups de pouce pérennes, soit sous forme de chèque énergie, soit sous forme d'indemnité inflation, et non pas, j'allais dire, quelque chose qui structurellement permet d'améliorer la question du partage des richesses. Bon, on a 55 milliards, en gros, qui sont mis sur la table pour ce plan de l'urgence sociale. Je regrette, pour ma part, qu'on n'en ait pas profité, par exemple, également, pour faire en sorte que l'État, au lieu de continuer à l'appauvrir avec une baisse d'impôts de production de 10 milliards, récupère de l'argent, même de manière exceptionnelle, notamment sur tous ceux qui ont largement profité de la crise. Vous le savez comme moi, on a quand même aujourd'hui 100% des groupes du CAC 40 qui ont reçu des aides publiques en 2021. 2 tiers ont battu des records de profit. Les actionnaires de ces entreprises vont recevoir en dividendes et rachats d'actions plus de 80 milliards d'euros au titre de l'année 2021. On peut estimer qu'il y aurait peut-être là, à partir du moment où en plus ça a été fait avec des aides publiques de l'État, matière à avoir une taxe. Bon, nous on pense qu'elle devrait être pérenne, mais même exceptionnelle, pour permettre d'améliorer les recettes de l'État. Et ce que vous mettez sur la table, je donnerai un seul exemple, n'est pas la plupart du temps pour tout ce qui concerne les questions d'aide sociale, les questions d'appel, au même niveau que l'inflation, c'est-à-dire, y compris d'ailleurs pour les fonctionnaires. Vous dites on va dégeler on va faire en sorte que le point d'indice des fonctionnaires augmente, mais vu qu'il a été gelé pendant des années, ce que vous allez mettre sur la table sera de toute façon inférieur à l'inflation. Donc en réalité, les fonctionnaires continueront à perdre par rapport à la question du pouvoir d'achat. Vous nous dites que les loyers vont être bloqués avec une augmentation à 3,5%. Moi, j'ai une autre lecture. Dans ce qui est considéré aujourd'hui par la plupart des foyers modestes comme le problème numéro 1, la question du logement. Cela aura une application concrète, c'est que les loyers pourront augmenter jusqu'à 3,5%. Et pendant ce temps-là, par exemple, la hausse de l'APL, et vous le savez, et tout le monde n'est pas bénéficiaire de l'APL en plus, mais la hausse de l'APL sera bien inférieure en termes de brut, quasiment 200 € par an, à cette augmentation. Donc il y a une disparité entre, d'un côté, ce que vous laissez augmenter, ou en tout cas ce que vous ne freinez pas suffisamment, et puis d'un autre côté, ce que vous mettez sur la table en termes d'aide sociale. C'est vrai aussi sur la question du carburant et de l'énergie. Je prendrai juste le carburant pour ne pas régler toutes les questions, mais je continue, Monsieur le Ministre, à m'interroger pourquoi le prix du carburant n'est pas bloqué. Pourquoi le prix du carburant n'est pas bloqué à partir du moment où ce que l'on vient de constater,
c'est que tout ce qui a été mis sur la table, c'est-à-dire le fait que l'État prend à sa charge un certain nombre de centimes, et vous avez dit que vous allez progressivement les flécher différemment au litre, sont avalés par par l'augmentation du carburant et par notamment le fait que cela enrichit toujours plus des raffineurs comme Total, qui là aussi sont laissés de côté en termes de participation à l'effort national.